Salut Alex. Salut Pierre. Aujourd'hui, on parle de la morale. Donc, on va parler du bien, du mal. J'imagine qu'on va parler de Kant et de l'impératif catégorique. On va probablement parler des lois divines, des 10 commandements. On va parler de l'utilitarisme. Moi, les questions que je me suis posées en réfléchissant assez rapidement à la morale, c'est est-ce que les lois morales sont des constructions sociales liées à une époque ou est-ce qu'elles sont innées? Par exemple, à l'époque des Romains, tout le monde trouvait ça parfaitement justifié que des gladiateurs esclaves se fassent dévorer par des lions pour amuser le peuple. 2000 ans après, ça tient plus la route. Donc là, j'ai introduit une espèce de relativisme des idées morales. À l'époque des Grecs, Platon, Aristote et Socrate nous donnaient des grandes leçons morales, mais ils avaient des esclaves à n'en plus finir et 95% des citoyens étaient des sous-citoyens. Donc, c'est un peu les questions que je me suis posées en pensant à la morale. Et donc, je pense que la grande question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir, qu'est-ce que la morale? Peut-être que ça, c'est très, très dur à répondre, mais comment fonder la morale? Voilà. Alors je commencerai par dire que je pense que c'est impossible de fonder la morale. Pour prendre ta réflexion historique, oui, là ça va dans le sens d'un relativisme. On a l'impression que, selon la culture à laquelle on appartient, on intériorise différentes normes de jugements moraux, et ce qui était valable pour les Romains ne l'est plus pour nous. Donc on a l'impression que tout ça est très historiquement daté. Et en même temps, on se fait de la morale une idée universelle. On a le sentiment que si je dois moralement faire quelque chose, pas pragmatiquement pour atteindre un objectif qui dépend de mes désirs, de mon histoire personnelle, mais si je dois moralement faire quelque chose, on se dit que ça doit valoir universellement. On peut faire une analogie avec la logique, si tu veux. La vérité serait en logique ce que le bien serait en morale. C'est-à-dire que on ne voit pas, s'agissant d'un même fait, d'un même événement, les mêmes choses. Chacun a sa version. On voit certains aspects. N'empêche qu'il doit bien y avoir la vérité de ce qui s'est passé. Parce qu'il ne s'est passé qu'une seule chose. Mais ça veut dire quoi, je dois? Ça veut dire je dois pas voler dans cette boutique? C'est ça dont tu parles, c'est ce devoir-là? Parce que même ce devoir, il est historiquement daté. Enfin, c'est ça que tu veux dire? Oui, je veux dire que bien sûr que c'est historiquement daté. J'ai la même impression que toi, quoi. Oui. C'est dépendant des cultures et des normes qu'on a intériorisées. Mais l'idée qu'on se fait d'un bien moral, c'est un bien qui ne serait pas dépendant d'un contexte historique. Sinon, on sort de la morale. Sinon, on est juste dans le pragmatique. C'est ce qu'on se dit en 2024, mais au IIIe siècle avant Jésus-Christ, des barbares qui envahissaient un pays quelconque, ils ne disaient pas ça sur le bien moral, non? Ou si? Je ne sais pas ce qu'ils disaient, j'y étais pas, Pierre, mais j'ai le sentiment que tout le monde a ce sentiment-là, que parler d'une... Donc tu dis qu'il y a un sens du bien moral qui est inné chez l'homme. Je ne sais pas si c'est inné. Et la limite, ça c'est pas une question philosophique, ça concerne plutôt l'anthropologie, les sciences cognitives, ouais, c'est vrai. Voilà, l'éthologie, c'est la science qui compare les comportements animaux aux comportements humains. Je ne sais pas si c'est inné ou si c'est socialement construit, ou alors c'est sans doute d'ailleurs ce que dirait un éthologue, c'est-à-dire que c'est socialement construit, on intériorise des normes, mais sur une base biologique, c'est-à-dire qu'on a un néocortex, on a certaines dispositions psychiques qui font qu'on est capable d'intérioriser tel type de normes. Donc il y a une base biologique et en même temps culturelle. T'es gêné avec l'idée d'un bien moral qui aurait une valeur universelle. Ce sans quoi ce serait pas de la morale. T'es gêné avec cette idée? J'ai un peu de mal à la saisir, mais vas-y. Mais en même temps, je veux exprimer, c'est un peu embarrassant, je veux exprimer quelque chose de très évident, de très intuitif. Et je suis à peu près persuadé que tout le monde en a la même idée. D'accord. Alors, il faut que je me fasse l'avocat de cette intuition. Si je veux regarder la télé
et je me rends compte que, apparemment, l'antenne capte mal la chaîne. Je me dis, pour réparer l'antenne, je dois monter sur le toit. Pour monter sur le toit, je dois utiliser une échelle. Ça, c'est ce que Kant appellerait un impératif hypothétique. Impératif parce que c'est ce que je dois faire, prends l'échelle pour monter sur le toit. Hypothétique parce que c'est dans l'hypothèse où je veux réparer l'antenne que je dois emprunter l'échelle. Okay. Mais l'impératif devient moral, c'est-à-dire catégorique aux yeux de Kant, lorsque il n'y a pas de raison pour laquelle je dois faire ce que je dois faire. Tu dois parce que tu dois. C'est absolu. Et c'est pour ça que je me sens responsable, mais d'une responsabilité morale, pas d'une responsabilité juridique, d'une responsabilité morale. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Il y a de la morale, pour toi, pour moi, d'ailleurs on n'arrête pas de juger. Hein. Quand les gens disent « je ne juge pas », mais on ne peut pas ne pas juger. Juger une action courageuse ou lâche, juger une décision juste ou injuste. On ne peut pas ne pas juger, et c'est pas grave de juger. D'accord ? On a des jugements moraux plein la tête, en termes de vice et de vertu, en termes de bien et de mal. Pourquoi est-ce qu'on s'autorise à juger comme ça de la conduite des autres et de sa propre conduite, quitte à se dire, bon là, sur ce coup-là, j'ai été courageux, ou sur ce coup-là, j'ai été lâche, j'ai trahi quelqu'un qui me faisait confiance, etc. Parce qu'on se tient pour responsable, bon, moralement responsable. Et cette responsabilité morale sous-entend qu'on est justiciable d'une loi. Mais cette loi, qui serait la loi morale, elle a pour caractéristique d'être absolue, universelle et obligatoire. Absolue, ça veut dire que ce n'est pas relatif à une culture, ce n'est pas relatif à un autre objectif, du genre, il faut réparer l'antenne. Absolue, ça veut dire que c'est une fin en soi. Universelle, ça veut dire que ça doit être vrai pour tout le monde. De même qu'il y a une vérité en logique, il y a un bien moral dans l'ordre éthique. Et si ce qui est bien moralement, d'un point de vue, voilà, du point de vue de l'éthique, pour toi, ce n'est pas ce qui est bien moralement pour moi, ça veut dire qu'on n'a pas bien circonscrit la moralité, bon, le bien moral. Et enfin obligatoire parce que c'est une loi qui n'est pas comme une loi physique. Si je suis tenu d'obéir à la loi, c'est que je pourrais lui désobéir. Voilà. Ce qui sous-entend que je suis libre, ce qui sous-entend aussi que je reste identique à moi-même dans le temps, parce que la loi morale, contrairement à une loi juridique, elle n'admet pas de prescription. C'est-à-dire que si tu as fait une faute morale il y a 30 ans, il y a 40 ans, ça restera une faute, à perpétuité. Donc pour Kant, par exemple, les 10 commandements, des lois morales qui semblent très basiques, ça fonctionne là. C'est des vraies lois morales. Ne pas voler, ne pas tuer, pour Kant, ce sont des lois morales. Bah là, il faudrait essayer de justifier pourquoi c'est des lois morales pour lui. Bon, alors là, c'est la question du fondement, parce que tu parlais du fondement tout à l'heure, on va essayer de fonder. Ça, c'est un fantasme des philosophes. Et j'ai commencé par dire, d'ailleurs, je pense que c'est pas possible. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, pardon. On attend souvent du philosophe deux choses. Soit prêcher la morale. Dites-nous, monsieur le philosophe, qui est en général un prof de philo, hein, qui, parce qu'il a lu Platon, Aristote, Spinoza, etc., est censé avoir côtoyé une sagesse particulière et être capable de nous dire ce qu'est vraiment le bien, ce qu'est vraiment le mal. Et on compte sur le philosophe, qui est un prof de philo, pour nous dire en quoi consiste le bien et le mal. Mais c'est un peu ridicule. C'est-à-dire, tu ne pourrais pas être convaincu de ce que te dit quelqu'un, mais si tu lui prêtes une connaissance que tu n'as pas, une culture que tu n'as pas, une intelligence que peut-être tu n'as pas, etc., s'il ne prêchait pas un convaincu. Je ne pourrais pas te dire, je pense qu'il est bien de sauter par la fenêtre. Bon, ce que je dis est complètement absurde, mais tu vois, je ne peux être efficace et ne faire autorité en te rappelant à tes devoirs que si tu sais déjà a priori que ce sont tes devoirs. Alors je peux le dire avec éloquence, tu peux compter sur moi pour te motiver, parce que c'est un peu ça finalement, prêcher la morale, ça veut dire quoi ? Il y a une fonction d'admonestation, rappelez-nous les principes moraux, et une fonction de motivation. Non, mais je pense qu'un philosophe serait crédible pour m'expliquer une histoire de la philosophie morale. Mais personne ne pense vraiment qu'un philosophe aura des comportements beaucoup plus moraux qu'un autre individu. D'accord, bon, bah, écoute, je suis ravi d'apprendre. Je ne suis pas certain que... Mais bon, d'accord, je pense que quand même, tu as raison, la plupart des gens n'ont pas la naïveté de croire que les profs de philo, les philosophes, sont plus moraux que les autres. Et puis en gros, tout le monde sait ce que c'est que la morale. On sait que, bon,
un minimum de respect est requis, et que si je peux être généreux et que quelqu'un a besoin de ma générosité, alors je dois être généreux. Donc en gros, voilà, il y a un devoir de respect, voire de générosité, et voilà. Et comme disait Kant, que la vertu, ça c'est un truc qui m'a marqué plus jeune, réside dans le désintéressement. Oui, mais c'est aussi une intuition qu'on a tous. Parce que si on n'est C'est pas... l'intuition morale, c'est ça que je veux dire. C'est que je me sens très moral quand je fais quelque chose sans agenda personnel, sans objectif. C'est quand c'est désintéressé et en plus sympa, altruiste, que je me dis, ok, là j'ai agi moralement. Si j'ai agi moralement, mais à la fin j'ai gagné 5 €, c'est beaucoup moins clair. Bien sûr, c'est beaucoup moins clair, c'est très trouble. On pourrait toujours suspecter que je suis motivé par mon intérêt bien compris, que je suis motivé par le souci de ma bonne réputation, je veux passer pour un gars sympa, etc. Peut-être que j'ai besoin d'un signalement de vertu à mes propres yeux. Voilà. Je veux penser que je suis... Je veux me faire du bien, etc. Voilà, que je suis une bonne personne. Et c'est très, très fréquent, ça. Alors, et malheureusement, il ne suffit pas d'être bienveillant pour être bienfaisant. Bon. L'indignation, pour moi, c'est beaucoup ça. Ah, d'accord. Tu as le droit de voir les choses comme ça, Pierre. Mais j'avoue que je suis assez d'accord avec toi. Donc là, on va passer pour des gens antipathiques. Donc, fonder la morale. Bon, alors fonder la morale. Fonder la morale, je pense que c'est impossible. Et là, je paraphrase une formule de Schopenhauer qui est elle-même paraphrasée par Wittgenstein. Schopenhauer écrit dans son bouquin sur la morale, sur les fondements de la morale d'ailleurs. Il a écrit un livre qui est très intéressant, intitulé « Les fondements de la morale », et il dit « Prêcher la morale est facile, fonder la morale est difficile ». Sous-entendu, travailler au fondement de la morale, c'est vraiment la question philosophique sérieuse en matière d'éthique. Alors, qu'est-ce que tu entends par fonder qu'on comprenne bien, là, que l'auditeur comprenne bien? Fonder, ça veut dire quoi? La construire, expliquer d'où elle vient? Tout à l'heure, j'ai parlé d'une responsabilité morale et j'ai dit qu'il s'agissait d'être justiciable d'une loi, de la loi morale. Fonder la morale, ce serait expliquer, justifier rationnellement quel est le contenu de la loi morale. Et là, on peut envisager différents contenus. Tu as parlé d'utilitarisme tout à l'heure. Les utilitaristes pensent que le fondement de la morale, c'est l'utilité. C'est-à-dire qu'une action est moralement bonne quand elle maximise le bien-être d'un maximum de personnes. On peut envisager un autre fondement, qui serait les sentiments. Tu as parlé aussi de pureté de l'intention. Bon. Lorsque je suis plein de compassion, que je souffre en voyant quelqu'un souffrir et que je veux l'aider pour faire cesser sa souffrance, ce sentiment, cette pitié, cette compassion garantirait la moralité de mon intention et donc la moralité de toutes les actions motivées par cette intention. Donc les utilitaristes, c'est des machines à intérêt collectif. Si on met 10 personnes dans une salle et qu'on en tue une et que les 9 personnes restantes, leur qualité de vie augmente de plus de 12% ou de 11%, tout va bien puisqu'on a maximisé l'intérêt collectif. Alors là, tu mets le doigt sur le problème. Non, mais c'est un excellent exemple. Merci. Tu connais l'expérience de pensée du tramway? Non, vas-y. Bon, donc c'est la philosophe britannique Philippa Foot, Madame Pied, qui a inventé cette expérience de pensée. Elle dit voilà, imaginons qu'un tramway est fou au sens où on n'arrive pas à l'arrêter. Et si sa trajectoire fait qu'il va écraser 5 personnes, parce qu'il y a 5 personnes attachées sur les rails. Et si, sachant cela, j'ai le moyen, en actionnant un levier, de faire en sorte que le tramway soit dévié sur une autre voie, sur laquelle il n'y a qu'une seule personne, en bon utilitariste, je dois actionner le levier. Sauf que cet exemple, qui a l'air un peu abstrait comme ça, et qu'il est, l'histoire des tramways, c'est un peu farfelu, mais transposé au cas que tu as décrit, qu'on pourrait exprimer différemment en disant, imaginons qu'un médecin, un excellent chirurgien, quelqu'un qui est capable de greffer des organes, qui sont des organes vitaux, et dont des gens ont besoin pour rester en vie. Imaginons que ce chirurgien ait 5 patients qui sont en danger de mort, ils vont mourir dans les 48 heures, sauf si il est capable de greffer un poumon à l'un, un cœur à l'autre, etc. Et imaginons que dans son cabinet débarque une personne, un jeune touriste de 20 ans en excellente santé. S'il est utilitariste, il ne doit pas hésiter
il doit tuer le patient dans un temps pour greffer à qui les poumons, à qui le cœur, à qui je ne sais pas quoi, pour sauver 5 vies. Et là, on voit bien que notre intuition morale est choquée par ce qui se passe. Donc c'est une manière, c'est une expérience de pensée qui nous permet de tester nos intuitions morales et de nous faire sentir qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'utilitarisme. Je ne saurais pas dire exactement quoi. Je suis sûr que les utilitaristes avaient des contre-exemples pour les situations extrêmes comme celle-là. Mais bon, ok. Oui, bien sûr. Elle prend j'ai pris un exemple pour plaisanter, mais elle prend sur des exemples peut-être les limites morales de l'utilitarisme. Mais j'imagine que, comme c'est des gens intelligents qui l'ont construit, souvent ça marche. Non, bien sûr, ça marche souvent. Ils ont d'excellents arguments. Mais j'avoue que je m'impatiente à écouter ce genre d'arguments et à voir la délectation avec lesquels on s'y livre. Ça m'impatiente parce que je pense que c'est vain. C'est très sévère ce que je dis. Hein. Et c'est peut-être faux, hein, je veux dire. Bon, mais je ne suis que moi. Mais bon, voilà, j'ai vraiment le sentiment, pour vous parler avec franchise, que c'est vain parce qu'on ne peut pas fonder la morale. Ni sur l'utilité, ni sur le sentiment, ni même sur la raison, comme pense le faire Kant. Parce que Kant, il a un critère simple. Il dit, voilà, il faut que la maxime de ma volonté, c'est-à-dire la règle de vie sur laquelle se règle ma volonté, puisse valoir comme loi universelle. C'est ça l'impératif catégorique. Une des formulations de l'impératif catégorie de Kant, c'est ça. Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle. Autrement dit, si la maxime de ta volonté peut valoir universellement, alors tu es moralement bon, impeccable. Bon. Ce qui est une manière de dire que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là je vais parler comme un prof de philo, comme un kantien, la raison pure est pratique par elle-même. Bon. Sauf que on ne comprend pas ce qui peut nous motiver à ce moment-là. Tu l'as dit tout à l'heure. Kant respecte l'intuition qu'on a tous, qui veut qu'une action morale doit être désintéressée. Mais est-ce qu'une action humaine désintéressée est seulement possible ? Si je n'ai pas intérêt à agir, pourquoi j'agirais ? Alors là, Kant a une sorte de ruse. Il dit, non, j'agis parce que j'ai le respect de la loi morale. Sauf que c'est un respect non pathologique, dit-il. Ça veut dire que c'est un respect, mais qui ne me vient pas de ma sensibilité. Non pathologique, ça veut dire que ça n'a pas de rapport avec le pathos, avec la sensibilité, avec la capacité à avoir une satisfaction quelconque. Bon. Et il compare ça, si tu veux, c'est comme si, en étant strictement rationnel, c'est plus fort que nous, la raison exige que nous respections une démonstration mathématique à partir du moment où on comprend qu'elle est valide d'un point de vue logique. Et là, c'est plus fort que nous, on s'incline. Ouais, c'est vrai, et on n'a pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit, on n'a pas l'impression d'être contraint par une volonté qui nous domine de l'extérieur. On a l'impression à la limite même de s'élever vers la vérité et d'aller, d'emprunter le chemin qui est le droit chemin, qui est d'emprunter le chemin qu'on doit emprunter. Bon, et bien la morale nous apparaîtrait dans toute sa moralité un peu par le même type de processus, qui est strictement rationnel. La raison pure, elle est pratique par elle-même, ça veut dire morale par elle-même. Et j'aurais ce respect pour la loi morale, qui est un respect non pathologique, c'est-à-dire qu'il ne me vient pas de ma sensibilité, de mes penchants, mais qui me vient de ma raison, du fait que je suis rationnel, et je m'incline devant l'universalité de la loi morale, de même que, en tant que je suis rationnel, je m'incline devant une démonstration mathématique quand je la comprends et quand je saisis toute sa validité logique. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est impossible de fonder la moralité sur quoi que ce soit ? Ni sur l'utilité, ni sur les sentiments, donc ça c'est la philosophie de Schopenhauer, de Rousseau ou d'Adam Smith, bon, ni non plus sur la raison. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que je sors de la moralité. Si je fonde la morale sur autre chose qu'elle-même, c'est comme si je la justifiais en dehors de l'éthique. Mais ça n'a pas de sens. Un devoir est éthique, à mes yeux, parce qu'il est de part en part éthique. Donc en fait, c'est une entreprise vaine. Donc on peut s'écouter parler, inventer des expériences de pensée et trouver des trésors d'argumentation et de contestation de ces argumentations à l'infini, sans jamais trouver quelque chose qui ressemble vraiment à une justification ultime de ce qu'est la loi morale, c'est-à-dire à un fondement de l'éthique. Mais donc, notre désir d'être moral, il vient d'où alors ? Ça, on peut imaginer que ça vient d'une éducation. Et
et qu'on se raconte des histoires en fantasmant que ça puisse être vraiment universel, absolu et obligatoire. Et en même temps, je suis comme tout le monde, je ne peux pas me passer du sentiment de responsabilité morale, du sentiment que le tu dois parfois n'est pas hypothétique, mais bel et bien catégorique, pour parler comme Kant, et que ce n'est que lorsqu'il est catégorique que le tu dois parce que tu dois, est vraiment moral. Bon. Et c'est très embêtant. Alors, tu vois, j'ai rappelé que l'impératif catégorique s'exprime de la forme tu dois. Tu dois respecter ton père et ta mère, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas convoiter la femme de, etc. Or, un tu dois n'a de sens que dans un certain contexte. D'abord, c'est quelqu'un qui adresse un tu dois à quelqu'un d'autre. Et en général, il y a une alternative. Je veux dire par là que pour que le tu dois faire ceci ait du sens, en gros, il faut que celui à qui il s'adresse puisse demander mais pourquoi je dois faire ça et qu'on lui réponde si tu ne fais pas ça, alors il t'arrivera telle ou telle conséquence indésirable. Sinon, le tu dois n'a pas de sens. Donc, le problème, c'est le suivant. D'un côté, le tu dois n'a de sens que s'il est de la forme tu dois faire ceci, sinon il va t'arriver telle ou telle conséquence indésirable. Mais en même temps, si les conséquences indésirables sont soit la crainte d'une punition, soit l'espérance d'une récompense, à ce moment-là, le tu dois éthique perd toute sa dignité morale. Ouais, je comprends, ouais. Donc, une des solutions, ce serait d'envisager que l'action morale trouve sa satisfaction en elle-même. Alors, c'est une solution entre guillemets, parce que là, c'est un peu mystérieux, quoi. Mais c'est un peu la solution stoïcienne ou spinoziste. Mais c'est pas la solution de Kant, ça? Un tu dois désintéressé? Ça y ressemble, non? C'est un tu dois sans peur des conséquences. Alors, ça y ressemble, sauf que Kant veut quand même fonder la morale d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire justifier que ce que j'ai le sentiment d'être mon devoir moral est vraiment mon devoir moral, parce que c'est conforme à ce qu'exige la raison. Lui, il veut fonder la morale par la raison quand même. D'accord. Là, il faudrait fonder la morale, mais sur elle-même. Alors, on pourrait dire, mais c'est un cercle vicieux. Si on est spinoziste ou stoïcien, on y verrait un cercle vertueux. Donc, en 2 mots, comment il se débrouille là-dedans, Spinoza? Il dit que la morale, c'est quoi? C'est mystérieux pour moi. Pas en 2 mots. Mais à la fin de l'éthique, il dit que le sage est vertueux, mais pour être vertueux. C'est-à-dire qu'il trouve dans sa vertu sa propre récompense, quoi. Donc, c'est comme réservé à quelques élus, ça. Oui, il y a une élite spirituelle, c'est une élite morale. Et chez les stoïciens, pareil? Oui, c'est pareil. C'est la folie de celui qui n'est pas sage, qui est sa propre punition, en quelque sorte. C'est un peu l'envers du spinozisme, mais bon, j'ai l'impression que c'est la même logique. Oui. Et c'est pour ça que Wittgenstein appelle ce qui relève de l'éthique le mystique. C'est mystique parce que c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du descriptible, en fait. Dans le Tractatus, on en a souvent parlé ensemble, dans le Tractatus, il s'intéresse aux conditions de possibilité du sens des propositions, du sens des phrases qu'on dit. Un énoncé linguistique n'a de sens que si je peux imaginer l'expérience qu'il faudrait faire pour le vérifier ou l'infirmer. Donc ça, c'était pour ça que Wittgenstein pensait que les énoncés linguistiques dans la morale ou dans l'esthétique n'avaient pas vraiment de sens, étaient dénués de sens parce qu'on ne pouvait pas vraiment les prouver par des expériences. Et donc c'était dans la sphère que tu appelles mystique. Parce que lui-même appelait ça mystique. Ouais. Donc il dit que c'est important, elle peut le montrer, mais on ne peut pas le prouver. Oui. On ne peut pas le prouver. Il dit que les manières que l'on a de s'exprimer quand on veut parler de morale et d'éthique font que on utilise des formules linguistiques dénuées de sens. Et il me semble qu'il restera fidèle. On sait que sa philosophie du langage va évoluer après le Tractatus. Après le Tractatus, il va comprendre qu'il y a des propositions linguistiques
qui ont du sens, même si elles ne s'efforcent pas de décrire des faits du monde. Si je raconte une blague, ça peut avoir du sens. Pourtant, ma blague ne sera ni vraie ni fausse. Si je te donne un ordre, du genre « sois gentil, Pierre », ça a du sens, bien que ce soit ni vrai ni faux. Bon. Mais quand je dis tu dois être généreux, tu dois être honnête, en un sens, ça n'a pas de sens. Parce que je ne suis pas en train de décrire une conduite qu'on pourrait vérifier. Et pourquoi est-ce qu'il rapproche ça de la sphère mystique ? Parce qu'il dit, c'est comme si je disais, je m'étonne de l'existence du monde, par exemple. Et il dit que dans la sphère religieuse, pour exprimer son étonnement, qui est un étonnement radical, je ne m'étonne pas que le monde soit tel ou tel. Non, je m'étonne que le monde existe, qu'il y ait quelque chose. Alors même qu'il pourrait, dans l'absolu, n'y avoir rien. Bon. Si vraiment je suis saisi dans une forme de vertige intérieur comme ça, par le fait que le monde existe et que ça m'étonne au sens le plus radical du terme, bien religieusement, je pourrais dire Dieu a créé le monde. Pour Wittgenstein, la formule au commencement Dieu créa le ciel et terre, en fait, ça exprime l'étonnement devant l'existence du monde. Bon, je ne sais pas s'il a tort ou s'il a raison, mais on pourrait envisager les choses comme ça. Or, lorsque nous exprimons un tu dois qui a une valeur éthique, on utilise une formule qui n'est pas douée de sens au sens où elle est ni vraie ni fausse, mais qui exprime une expérience intérieure aussi radicale que notre étonnement devant l'existence du monde, qui est une autre expérience, mais qui est comparable en termes de radicalité. Bon, je ne sais pas si je vais comprendre, mais voilà, c'était la petite parenthèse Wittgenstein. Donc, on conclut. Les lois morales sont évidemment importantes, mais on a du mal à en saisir véritablement leur fondement. C'est ça que tu défends. Et je pense qu'elles sont impossibles à fonder, philosophiquement, et que le philosophe n'est pas mieux armé qu'un autre, ni pour prêcher la morale, ni non plus pour la fonder. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire en parlant de morale ? Il peut sans doute nous aider à clarifier nos pensées. Si, par exemple, je me demande, moi, en tant que prof, mais est-ce que mes valeurs personnelles ne vont pas interférer dans ma manière de faire cours et dans ma manière d'exiger telle ou telle conduite de la part des élèves ? Peut-être qu'une réflexion de philosophie morale pourrait, comment dirais-je, faire sortir du brouillard en me rappelant que si on admet, moi comme mes élèves, que l'instruction ça a du bon, que l'éducation en général ça a du bon, alors on doit admettre, eux comme moi, que tout ce qui rend possible cette éducation, c'est valable du coup. Et je dois m'autoriser à leur imposer des devoirs, qu'il s'agisse d'un devoir maison ou d'un DST, comme on dit dans l'éducation nationale. J'ai le droit de leur imposer des devoirs si c'est ce qu'exige une éducation. Bon. Et du coup, je sors du vertige qui sera le mien si je me prends d'un doute tout d'un coup, qui aurait la forme oulala, mais qui suis-je moi pour imposer mes valeurs personnelles à des gens qui peut-être ne les partagent pas ? En fait, on est toujours dans un contexte. On est toujours dans un contexte où on est en rapport les uns avec les autres et où implicitement on accepte un objectif en commun. Et là, il faut s'autoriser du coup à juger qu'il est nécessaire de faire ce que notre objectif qu'on a jugé en commun, même implicitement comme étant nécessaire, exige. Je ne sais pas si c'est très clair. Moi, c'est clair. Voilà. Je serais... C'est embarrassant. J'ai du mal à en dire davantage. Je ne peux pas prêcher la morale. Je ne peux pas la fonder. Et du coup, je ne peux pas être plus efficace que quiconque pour parler d'éthique. Voilà. Okay. Merci. Je t'en prie.